Bonsoir, mes auditeurs, merci pour la fidélité. Vous êtes sur la radio Africa Midi dans l'émission Savoir et comprendre de ce samedi 19 mai 2018 au micro Ibrahim Ahmed Ba. J'espère que vous passez un bon week-end. À tous les musulmans, la radio Africa Midi vous souhaite un bon ramadan, espérant que vos dévotions soient exaucées. Au menu ce soir, nous aurons deux invités, tous de la Guinée, la République de Guinée. Le premier, c'est le député de l'Abbé, monsieur Baldé, Selou Baldé, qui sera le premier invité de cette émission. Et en seconde partie, nous aurons monsieur Sorisso, il est vice-président du parti GPT, le parti qui a fusionné avec le RPG Arc-en-Ciel, c'est le parti présidentiel en République de Guinée. Voilà, mes auditeurs. Par ailleurs, notez que pendant le mois de Ramadan, les émissions auront lieu exclusivement à partir de 19h heure de Paris, 17h temps universel, et voilà, contrairement aux horaires habituels. Si vous voulez intervenir, appuyez sur étoile 61. Vous êtes sur Africa Midi, africamidi.com. Ceci dit, allons-y du côté des Conakry avec notre premier invité, monsieur le député, monsieur Baldé, si vous nous entendez bien. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur Africa Midi. Alors, avec vous, nous aurons quelques questions sur deux sujets essentiellement. Mais surtout, le premier, c'est concernant les travaux à l'Assemblée nationale. Souvent, on a entendu beaucoup de commentaires dans les émissions, particulièrement certains disant qu'il n'y a pas eu beaucoup de propositions de loi au niveau de l'Assemblée nationale de la part de l'opposition, ou que toutes les propositions de l'opposition pratiquement seraient bloquées par la mouvance étant majoritaire. Monsieur le député, monsieur Baldé, dites-nous concrètement au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui a été proposé comme loi par l'opposition guinéenne? Bon, merci une fois encore et bonsoir à toute l'équipe de Africa Midi, bonsoir à tous vos fidèles auditeurs. Oui, justement, c'est un grand débat par rapport aux activités de l'Assemblée nationale. Les avis sont très divergents par rapport à ça. Nous sommes à la dernière année de cette législature-là qui prend fin, en tout cas après la dernière session budgétaire de décembre. C'est vrai que souvent, il y a des avis divergents par rapport à cette situation. Depuis 4 ans, nous sommes là. Il faut dire qu'il n'y a pas eu assez de propositions de loi qui ont été faites. Mais les premières propositions de loi qui ont été faites ont été bloquées par la mouvance. Nous allons commencer par des lois organiques qui, en tout cas, visaient. Vous savez que l'Assemblée nationale a été installée après les élections de 2013, des élections mouvementées qui ont été organisées suite à un accord politique de février 2013 et de juillet 2013 avec une forte implication de la communauté internationale. Et donc, après ces élections, il y a eu des recommandations issues de différentes missions d'observation, surtout de celle de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, qui demandait à ce que nous amendions le cadre légal et institutionnel des élections en République de Guinée. C'est que nous avions voulu faire en tant qu'opposition républicaine en proposant l'amendement du code électoral à l'époque et puis avant même l'accord du 12 octobre 2016, également l'amendement de la loi sur la CENI. Mais ces propositions se sont heurtées à un blocage systématique de la mouvance présidentielle qui jouit d'une majorité avec ses alliés. De l'autre côté également, nous avons introduit assez de propositions de résolution visant à la mise en place des commissions d'information et des commissions d'enquête parlementaire. Mais tenez-vous bien que toutes ces propositions n'ont pas été prospérées parce que, bien entendu, la loi portant sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui régit le fonctionnement de l'institution et un peu les procédures législatives était vraiment taillée sur mesure avant qu'elle ne soit amendée à la session précédente. C'était une loi qui datait de 91 qui avait été faite par le Conseil transitoire de redressement national avant même les premières élections multipartites en Guinée. Donc, qui donnait en tout cas toutes les prérogatives à la courte majorité de gérer la totalité de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, même la composition du bureau de l'Assemblée, c'était à la majorité, à moins que la mouvance ne donne certains vice-présidents ou des secrétaires pour que l'opposition soit représentée, la mouvance pouvait tout rafler. Ce qui fait que, après, il y a eu d'autres propositions de loi, notamment faites par M. Mouktar Diallo de NFD, et fait par d'autres députés dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est notamment sur le loyer cher. Toutes ces propositions n'ont pas prospéré au niveau de l'Assemblée nationale parce que tout ce qui ne s'y est pas à la mouvance, bien entendu, le débat n'est pas tout à fait là, il faut le reconnaître. La mouvance fait recours à sa majorité simple de blocage. Allô?
Pardon, je m'excuse, parce que pardon, je m'excuse, mon micro était fermé. Je disais, est-ce qu'on peut comprendre par là qu'à travers une simple majorité, la mouvance est capable de tout bloquer? L'opposition ne peut pas faire de propositions concrètement? Oui, vous savez, c'est difficile. Le règlement intérieur, il y a la procédure législative. Vous savez que pour un texte arrive à l'Assemblée nationale, surtout si c'est une proposition de loi, il faut d'abord que cela soit vraiment travaillé et déposé au niveau du secrétariat général de l'Assemblée nationale qui examine la recevabilité à la forme. Et une fois que la recevabilité à la forme est examinée, elle est admise au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Et au niveau du bureau, carrément, vous avez une majorité écrasante de la mouvance présidentielle. Parce qu'aujourd'hui, sur les 19 membres du bureau de l'Assemblée nationale, vous n'avez pas plus de 6 à 7 députés qui sont des autres formations politiques, des autres groupes parlementaires. Donc, la mouvance a sa majorité et les lois sont faites de telle sorte qu'il faut qu'un certain pourcentage, il faut qu'une majorité se dégage quand on n'a pas le consensus à travers le débat. Ce qui devait être de règle, c'est le débat qui devait primer par rapport à un vote mécanique au niveau de ces instances, notamment la réunion du bureau et la conférence des présidents, parce que c'est au niveau de la réunion du bureau qu'on décide des textes à programmer, de leur recevabilité, avant de concocter un programme, c'est-à-dire un chronogramme pour la session en cours, qui va être en tout cas étudié également au niveau de la conférence des présidents. Parce qu'au niveau de la conférence des présidents, en plus des membres statutaires du bureau de l'Assemblée nationale, il siègent également les présidents des commissions techniques parlementaires. Donc c'est à ce niveau que le programme est ficelé et validé en plénière. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il n'y a pas eu beaucoup de propositions de loi quand même, mais il faut aussi reconnaître que ce blocage-là a vraiment freiné l'élan de beaucoup de députés qui voulaient se battre pour faire des propositions de loi, parce que bien entendu, ça ne prospère pas, c'est une réalité. D'accord. Donc vous dites que il faut reconnaître qu'il n'y a pas eu beaucoup de propositions de loi. Cela est dû à quoi concrètement? Par rapport à ce blocage? Non, c'est dû au blocage, surtout au blocage, parce que nous avons tout essayé. Vous savez, à un moment donné même, il a fallu qu'on s'est même bagarré dans cet hémicycle-là. On a boudé l'Assemblée à un moment donné. On a fait des conférences de presse pour dénoncer le dysfonctionnement de l'Assemblée nationale. Tout cela. Aujourd'hui, vous prenez le Code civil, par exemple, qui n'est pas quand même l'émanation de l'opposition ou d'un groupe de députés. C'est un projet de loi qui est venu du gouvernement. Mais comme la majorité simple de la mouvance présidentielle était vraiment réticente, c'est un projet de loi qui est venu du gouvernement, mais qui a été bousculé par les partenaires techniques, les organisations internationales de défense des droits de l'homme. Aujourd'hui, depuis 3 ans, la loi sur le Code civil est là sur la table, mais elle n'a jamais été examinée. C'est pendant cette session qu'on a commencé à l'examiner. Nous ne sommes même pas sûrs qu'elle va prospérer. Parce que, bien entendu, cette loi-là, elle doit être amendée parce que le Code civil qui date des années 2001, aujourd'hui, est obsolète au regard, si vous voulez, des accords et conventions internationaux auxquels la Guinée a souscrit et il égare à tous les progrès qui se font en matière de protection des droits humains, notamment les couches vulnérables, les femmes et les jeunes, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est maintenant que ce projet de loi est en train d'être examiné. Il n'y a pas de chance d'ailleurs que ce projet de loi aboutisse jusqu'à la plénière. D'accord. Concrètement, est-ce que c'est au niveau du règlement intérieur qu'il faille faire réformer les choses, ou à quel niveau pour que cela ne se prononce? Parce qu'à vous entendre, dans la situation aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale en Guinée, il n'y a pas de véritable débat, ce sont des votes mécaniques. À quel niveau il faut résoudre ce problème? Non, c'est au niveau du règlement intérieur qu'il faut régler ça. C'est au niveau du règlement intérieur. Et pour cela, il faut qu'il y ait de la volonté politique. Il faudrait que les élus du peuple prennent conscience de leur indépendance, du fait que même la Constitution dit que le député est indépendant, qu'il n'y a pas de mandat impératif, pour qu'on sorte quand même un peu de l'injonction de nos partis politiques pour travailler pour le peuple de Guinée, pour ne pas bloquer des lois qui n'ont même pas de connotation politique avec une simple majorité à l'Assemblée nationale. Il faudrait qu'il y ait de la volonté. Il faudrait que nous épousions un esprit républicain, que nous voyions le peuple de Guinée en face, par la volonté du RPG Arc-en-Ciel, ou bien de l'Union des forces démocratiques de Guinée, ou bien du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée. C'est de ça qu'il est question. Il faudrait que les textes ne soient pas taillés sur mesure. Mais aujourd'hui, vous savez que même pour le règlement intérieur, pour rétablir
la proportionnalité. Parce que l'élection des députés à l'Assemblée nationale, en dehors des uninominaux, c'est une élection à la proportionnelle. Les 2 tiers, les 76 députés sur les 114 sont élus sur la base d'un scrutin national à la proportionnelle. Mais nous nous sommes battus pour que cela soit reflété dans les instances de prise de décision, notamment le bureau de l'Assemblée nationale et les commissions techniques parlementaires. Mais ça n'a pas été le cas. Nous nous sommes battus depuis 2014 et pour avoir le règlement intérieur, pour ne pas que nous sortions de cette législature en laissant un héritage à celle qui va arriver, un règlement intérieur de 1991, nous avons concocté un autre, mais nous nous sommes battus, nous n'avons pas pu obtenir, en tout cas, le rétablissement de cette proportionnalité au niveau du règlement intérieur. Il a été mis une disposition pour dire qu'il faut respecter autant que faire se peut la proportionnalité ou la configuration de l'Assemblée nationale dans la composition des instances de prise de décision. C'est de ça qu'il est question. D'accord. Concrètement, c'est-à-dire que, M. Baldé, concrètement aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre parce que c'est selon la loi, c'est selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mais si je vous dis que depuis que nous avons mis en place cette législature en 2014, jusqu'à maintenant là, il n'y a pas eu une seule commission d'enquête avec tous les problèmes qui se passent dans notre pays, avec tout ce qui est lié au détournement des deniers publics, avec tous les problèmes sociaux qui se posent dans notre pays. Il n'y a pas une seule commission d'enquête parlementaire. Tout ce qui a été tenté a été mis dans les tiroirs parce que justement, le règlement intérieur, le mécanisme par lequel il faut aller à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire, à la faire fonctionner, ces mécanismes-là donnent l'avantage à la majorité de pouvoir bloquer si elle n'est pas satisfaite de ce qui doit être fait. D'accord. Parlant de ces commissions d'information ou de commissions d'enquête, vous avez fait des propositions, bien entendu, qui ont été bloquées. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes de ces propositions? Oui, vous prenez le cas de Dakar Gate, avec l'argent qui avait été saisi à Dakar. Nous avions fait des propositions par rapport à ça. Quand il y a eu les tueries à Womé, tout ce qui était lié à Zogota, Galapaï, nous avons fait des propositions par rapport à ça pour faire des commissions d'enquête parlementaire. Mais il y a des dispositions. Vous prenez tout ce qui se passe dans notre pays. Avec le règlement intérieur, on dit que vous ne pouvez mettre en place une commission d'enquête parlementaire que tant qu'il n'y a pas une information judiciaire qui est ouverte. Et il y a eu des cas ici pour lesquels il n'y a même pas eu d'information judiciaire. C'est comme le cas des massacres de Boké, avec la mine à Boké. On a suscité des missions d'enquête parlementaire qui ont été bloquées. Ils attendent qu'on dépose un projet de résolution à l'Assemblée nationale pour ouvrir une information judiciaire qui n'aboutira jamais. Donc c'est une façon de bloquer l'institution parlementaire, la représentation nationale qui aujourd'hui peine à jouer effectivement ce rôle, c'est-à-dire de contrôle surtout de l'action du gouvernement. Parce qu'en plus de la mission de légiférer, de proposer et de voter des lois, les missions régaliennes de l'Assemblée nationale, c'est aussi le contrôle de l'action gouvernementale. D'accord, bien. Concrètement, est-ce que vous avez espoir que les députés puissent arriver à cela, si vous voulez, à réformer, à changer ce règlement intérieur avant la fin de cette législature? Est-ce que sincèrement vous avez espoir? Non. Nous venons de voter le règlement intérieur il y a de cela quelques mois. Ce règlement intérieur-là ne pourra pas être amendé et c'est la dernière session des lois. C'est la session budgétaire qui reste. Le problème au niveau de cette Assemblée nationale, en plus de cette majorité de la mouvance, il y a le manque de leadership. C'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale. Non, le président de l'Assemblée nationale, c'est comme s'il n'existait pas. Il n'y a pas de leadership au niveau de l'Assemblée nationale parce que quand même, s'il y a des activités comme ça, s'il y a un niveau de blocage aussi élevé que ça, mais le leadership du président de l'Assemblée nationale peut aider. Mais le président de l'Assemblée nationale est totalement effacé. Tu sens sa présence que quand tu parles de son fonds de souveraineté, là tu auras affaire à lui. Mais pour aider, pour impulser, pour sensibiliser les entités politiques, pour leur demander d'épouser un esprit républicain, de voir ce qui peut être dans l'intérêt supérieur du peuple de la nation guinéenne, ça c'est pas Kori Kondiano. Aujourd'hui, tous les députés que nous sommes, nous souhaitons vivement la fin de cette législature-là pour que vraiment qu'on ait une nouvelle législature avec un nouveau président de l'Assemblée nationale parce que parfois c'est même gênant d'appartenir à une telle législature. Bien, c'est même gênant d'appartenir à une telle législature. Vous pensez que la prochaine Assemblée nationale
ne serait pas la même chose? Et ne serait pas peut-être même pire? Bon, nous osons croire parce que souvent il y a les leçons qui sont tirées, les gens évoluent. Parce que là, si vous voulez, nous sommes allés par derrière. Quand vous prenez les législatures de Somparé, de Elas Biro, même si c'est des gens qui étaient de la majorité du pouvoir et qui avaient une majorité supérieure à celle-là, le nombre de députés du PIP à l'époque, on a eu un moment où la majorité absolue était carrément là. Mais les gens ont posé des actes historiques pendant ces législatures-là. Mais ici, on ne le sent pas. Il y a des lois majeures qui ont été votées. Mais ici, non. Ici, tout ce qui peut, en tout cas, ébranler, prenez la mise en place de la Haute Cour de justice. Depuis la mise en place de l'Assemblée nationale, normalement, on devrait mettre en place la Haute Cour de justice. La Cour constitutionnelle est allée jusqu'à faire injonction, demander au président de l'Assemblée nationale et aux députés de l'Assemblée nationale de mettre en place, faciliter la mise en place de la Haute Cour de justice. Les ingrédients sont là. Les députés sont là, 9 membres, 6 députés et puis 3 magistrats. Qu'est-ce qui nous empêche s'il y a la volonté? Pourquoi aujourd'hui, en tant que représentation nationale, nous continuons d'accepter qu'il y ait 2 catégories de Guinéens, ceux-là qui sont justiciables et ceux qui bénéficient de l'impunité totale, en l'occurrence les membres du gouvernement, les ministres et le président de la République. Tout ça, c'est une manifestation réelle, une illustration éloquente du manque de leadership au niveau de l'Assemblée nationale. D'accord. D'accord, bien. Alors, tenez, ma directeur, appuyez sur étoile 61 si vous voulez poser des questions. Non, on ne va pas tarder à terminer cette partie avec notre invité. Je rappelle le député de l'AD, membre de l'FDG, M. Selou Dalin. Qu'est-ce que c'est Selou Dalin? M. Selou Baldé. Voilà. Selou Baldé, voilà. Vous n'êtes pas de Dalin. Enfin, je ne sais pas. Vous n'êtes pas Dalin en tout cas. Vous êtes Selou Baldé. Je ne suis pas de Dalin. De Dosare Labé, voilà ceci dit de passage, bonsoir à tous et de Dosare Labé. Monsieur Baldé, dites-moi, par rapport au budget, nous avons eu cette information, en tout cas ça a fait encore beaucoup de débats, soit disant que l'opposition a voté le budget avec qu'est-ce que je dis, la mouvance présidentielle. Est-ce le cas ou non? Oui, cette année, exceptionnellement, nous avions vraiment, par rapport à toutes les autres années, il faut dire que nous avions voté le budget. Nous avions voté le budget parce que nous sommes une opposition républicaine. C'est vrai que nous sommes là à nous opposer pour apporter, en tout cas, des propositions de réforme. Nous avons quand même constaté que ces 2 dernières sessions budgétaires, l'avant-dernière, nous avions fait des propositions parce que souvent, nous faisons des explications de vote sur la base de tout ce que nous avons eu à travailler avec les différents départements ministériels, les sectoriels qui viennent défendre les budgets, et le projet de loi de finances qui nous est soumis. Nous avons des spécialistes dans les différentes questions. Donc, nous avons fait des propositions qui ont été vraiment prises en compte par le gouvernement de la République, surtout au niveau du relèvement du niveau des recettes dans beaucoup de secteurs. Donc, il y a eu quand même des avancées ont été constatées à ce niveau-là. Et cette fois-ci, plus que l'année dernière, ce qui nous avait conduit une manière d'encourager, en tout cas, la majorité à faire plus pour dire que oui, nous ne sommes pas là que pour critiquer seulement. Quand le gouvernement prend en compte les propositions concrètes et objectives que nous faisons, nous prenons en compte également les avancées qui se font de l'autre côté. C'était plus ou moins cette justification, même si les avis sont très divergents à ce niveau. Il y en a qui estiment que c'est un mariage UFDG-RPG, alors que c'est loin d'être le cas. D'accord, mais justement, ne vous dites pas quelque part que l'opposition qui vote le budget avec la majorité présidentielle, là, quelque part, ne vous dites pas que c'est un peu aussi, ça peut amener à dire que finalement l'opposition n'est pas là en fait. Non, ce n'est pas ça à mon avis. Pour moi, ce n'est pas l'opposition qui vote avec la majorité, ce sont les députés qui votent le budget à l'Assemblée nationale. Et j'ai dit que sur la base des propositions que nous avons faites et des recommandations, nous avons constaté qu'il y a des améliorations, surtout au niveau des secteurs clés. Par exemple, nous avions fait des remarques que les secteurs comme la santé, comme l'éducation, comme l'agriculture étaient beaucoup lésés, alors qu'on renflouait beaucoup plus de départements de souveraineté, la primature, la présidence de la République, la défense et sécurité, des institutions républicaines qui ne foutent pas grand-chose, et également que les budgets précédents, c'était beaucoup plus de budgets de consommation, que le niveau des investissements était relativement très faible. Et c'est cette tendance qui a beaucoup changé, qui s'est améliorée, et c'est ce qui a fondé que nous avons décidé de voter ce budget. D'accord.
ça va continuer, mais en tout cas, cette fois-ci, nous avons constaté cela. Et si la donne change, eh bien, nous revenons à la case de départ, quoi. Bien, bien. Dites-moi, par rapport à la présidence, le budget de la présidence, est-ce qu'il a été revu à la baisse par rapport à l'année dernière ou parce que l'année dernière, l'opposition a été très critique par rapport au budget de la présidence? Oui, relativement. Disons que même s'il n'a pas été tout à fait revu à la baisse, mais il n'a pas galopé non plus, parce que c'est qu'on observait chaque année, c'était que chaque année, il y avait une augmentation des crédits alloués à la présidence et au secteur comme la primature et la défense. Bien. Voilà, Madame Militaire. Donc, monsieur le député, gardez l'écoute. Nous allons prendre 2 minutes de petite pause. Ensuite, je vous reviens pour la dernière partie de cette, émission, de cette première partie. On parlera tout à l'heure du comité de suivi à l'Assemblée nationale. Vous êtes toujours sur Africa Midi dans l'émission Savoir et comprendre. Je voudrais vous poser la question autrement. Est-ce que tous les chefs d'État de la sous-région de la CDI itonya kaka kumbo sa nyona to bele gbengbe tati bare nyako ni fari nta mo ma ma ngi client ti fe ki tara ka pa kobra ma mo ngi bare ma ko ko be to bare na ngai ni te dang ba de ba sare be falla lin ko ma nga fala benya mo ma wa ma go okay master master yes please yes come good morning. And you're in the starving economy in Europe. I've been around this here in the problem I send it to. Oh, Mumatima. Somebody? I told her not picking the red. I run the father and like I in the father money. Yo, Kabakudu. Yeah. Yeah, when I send it to. Yes, Mumatima. Allô, c'est vous, Sandito? S'il te plaît, mon frère, aide-moi à avoir un crédit, s'il te plaît. Notre crédit est fini. Il n'y a pas de l'argent ici. Tout de suite là. Sans plus de temps. D'accord, nous sommes en temps ici. Ni ma mère. Tiens, monsieur. Thank you. Poyana est un nago. Mara se souri, ara anglais nous se souri dans mon sombo. Donc, Sandito, a fini que na site nana, opérateur yoli l'Afrique B, est un homme unité de Sambadema, plus vite. Toro yo muna na ma fama ne ma fure kwasi de bara ko bara ba crédit la quoi alko ngan so ko la ngambara faga e me so akal ma de na mbara faga han ya ni za ga zo ba ina kelibiri woto ngo ga fora ay to nya ga yebe he Sandito wona ko do e tanan fin de site la na mi lima crédit bela Europe nu Afrique tani Sandito wontanara tout le temps vous êtes bravo vous êtes number 1 Sandito you get wrong on the far yes Sandito na Vous vivez à l'étranger et vous souhaitez envoyer du crédit téléphonique à vos proches en Guinée, un seul intermédiaire, Sendito.fr. Vous voulez un site internet pour votre blog, pour votre entreprise, pour vos affaires, pour votre association. N'hésitez pas à appeler ce numéro 00 337 51 36 78 18. Je reprends 00 337 51 36 78 et 18. Voilà, tous les auditeurs d'Africa Midi bénéficient d'une réduction de 10%. Si vous voulez un site internet, vous pouvez les appeler, expliquer le contenu de votre site internet, les fonctionnalités que vous voulez, le nombre de pages, le design, entre autres. Sinon, un site internet à partir de 600 €, appelez ce numéro 00 337 51 36 78 18. Vous voulez votre site internet? N'hésitez pas, appelez-les. Une journée culturelle de la solidarité et de la concorde qui rassemble pratiquement tous les Nigériens de France et les amis du Niger, hein, ça faut pas les oublier aussi. Nous avons aussi donc d'autres projets comme Merci, Mabdoul, vous êtes sur la radio Africa Midi dans l'émission Savoir et comprendre. Notre invité, M. Selou Baldé, député de l'AD, du côté de la République de Guinée. Alors, M. Baldé, je voudrais poser la question par rapport au comité de suivi. Hein. Vous avez finalement quitté
Vous étiez l'un des représentants, si j'ai bien compris, de l'opposition au sein de ce comité de suivi. Vous qui étiez vraiment dans ces réunions-là, dites-nous en 2 mots concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous accusez la mouvance d'être de mauvaise foi, d'être ferme à toute proposition, de solution. Concrètement, qu'est-ce que la mouvance a fait? Bon, d'abord, il faut rappeler que le comité de suivi, ce n'est pas un comité de suivi qui a été mis en place par rapport au contentieux électoral. C'est un comité de suivi né à l'occasion du dialogue politique de 2016 et suite à la signature des accords du 12 octobre qui a été mis par arrêté du Premier ministre du gouvernement auquel la Constitution confie à travers l'article 58 les prérogatives d'entretenir et de promouvoir le dialogue politique et social. Donc, ceci dit, après les élections du 4 février et après les contestations des différents partis, notamment ceux de l'opposition, et dans un premier temps, il était question, après une série de médiations, il a été invité, en tout cas la CENI a été invitée par le président de la République à recevoir les partis et les listes qui avaient des griefs pour les examiner ensemble. Donc, ce processus que nous avions entamé et qui n'a pas abouti, parce qu'à la seconde réunion qui était prévue, entre la CENI et nous, la CENI nous a opposé une fin de non-recevoir, ce qui a suscité que nous avions repris également nos manifestations sur les voies et places publiques, qui se sont soldées d'ailleurs par des pertes en vies humaines. Après cela, et après 3 semaines de médiation, aussi bien par les partenaires techniques et financiers que par les ministres de la République, il y a eu la rencontre entre le chef de file et le président de la République le 2 avril. Suite à ça, il y a eu un communiqué final qui a été lu, renvoyant en tout cas la question au niveau du comité de suivi et demandant expressément que le comité de suivi puisse trouver une solution au contentieux électoral. Et bien entendu, nous, la solution pour nous, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de défendre, c'est beaucoup plus un principe. Ce n'est pas une question de dire nous avons 3 ou 2 conseillers. C'est vrai, nous réclamons que nous restituions les voix, mais c'est un principe que nous défendons, c'est que les suffrages sacrés des populations soient enfin respectés dans ce pays. Nous avons tous l'expérience, en tout cas des élections en Guinée depuis 2010, en passant par 2013 et 2015. À chaque fois qu'il y a eu des élections, il y a ce que l'électeur a décidé, il y a ce que les suffrages ont réellement donné dans les urnes, et il y a ce que les magistrats, les procès-verbaux falsifiés ont donné à l'avantage d'un parti ou d'une liste qui n'avait pas récolté ses voix au niveau du bureau de vote. Donc c'est de ça qu'il est question. Et justement au niveau du comité de suivi, quand nous sommes venus là, il nous a été demandé de déposer nos réclamations. Nous avons un rapport bien étoffé parce que nous avions des récriminations dans beaucoup de circonscriptions, mais nous n'avions pas les preuves pour toutes ces circonscriptions. Et donc, pour les circonscriptions pour lesquelles nous avons des preuves éloquentes et évidentes, nous avons fait un rapport. Nous avons toutes les copies des procès-verbaux. Nous avons les fiches de résultats avec nous. Donc, nous avons dit que pour ces circonscriptions-là, voici nos réclamations de façon très précise et de façon très chiffrée. Par exemple, à Matam, nous avons dit quel est le nombre de quartiers qu'on nous a indûment retirés, quel est le nombre de conseillers qu'on nous a retirés, quel est le chiffre qui a été manipulé, combien on a ajouté de façon injustifiée au RPG, combien on nous a retiré, combien on a ajouté ou retiré pour l'UFR. De façon très claire, nous avons ça. Et nous l'avons déposé au niveau du comité de suivi. Il y a eu une première séance de travail qui a permis à une sous-commission technique de travailler et de rendre compte au ministre de l'administration du territoire, président du comité de suivi, qui est venu présenter au comité de suivi les différents types de griefs. Il les a catégorisés en 3. Les plaintes évidentes, basées sur des chiffres et sur des circonscriptions précises. Il y a une seconde catégorie, c'est surtout l'UFR, c'est basé sur des circonscriptions précises, mais il n'y a pas de preuves et il n'y a pas, en tout cas, de chiffres indiqués. Et la troisième catégorie, c'est le RPG, pour lequel le vol a profité, qui dit que oui, ici on a empêché notre agent de rentrer, là on a bourré, mais il n'y a pas de preuves, il n'y a rien de précis. Et l'analyse devrait continuer. Mais après qu'on s'est quitté pour une prochaine séance, la prochaine séance, nous nous retrouvons, et puis ils nous disent non, nous n'allons pas examiner, ce n'est pas légal, les tribunaux ont déjà tranché, les CACV ont proclamé, on a dit non, on ne peut pas l'accepter. C'est pour cela que nous avons protesté. Nous savons bien que des juges corrompus au niveau des tribunaux ont tranché, nous savons bien que les magistrats des CACV
en violation flagrante de la loi, depuis l'article 80 jusqu'à l'article 86 du Code électoral, qui dit qu'en aucun cas, un magistrat ne peut annuler un bureau de vote. Toutes ces dispositions de la loi ont été violées. Vous ne pouvez pas nous appeler à nous plier à un seul article de la loi électorale. Donc voilà la position de la mouvance, c'est de dire que nous restons dans le statu quo. La position de l'UFR, qui est d'ailleurs beaucoup teintée de la mouvance, c'est de dire que c'est le statu quo, que ni la reprise des élections, encore moins la restitution des voix n'était légale. Nous avons dit que nous n'avons pas de voix. C'est la restitution des voix des électeurs. Aujourd'hui, vous avez des quartiers où on ne peut pas avoir un conseil de quartier, encore moins un président, parce que le seul bureau de vote qui était dans le quartier a été annulé. Vous avez des quartiers avec plus de 15 000 électeurs. Les PV ont été tellement annulés que ce sur quoi on se fonde pour donner le résultat, ça ne fait pas plus de 300 électeurs. Quelle est la légitimité? Donc, on s'est retrouvé après ça en comité spécial. On a dit non, quittons le grand comité, retrouvons-nous, peut-être qu'on va mieux progresser ici. On ne s'est pas entendu. On a fait appel aux experts de la communauté internationale qui nous ont fait des propositions concrètes de sortie de crise, à savoir qu'ils ont pris les documents qui ont été déposés par les différentes entités politiques qui font des réclamations, ils les ont analysés, ils ont analysé les résultats donnés par la CENI, c'est-à-dire les résultats dits officiels, et qu'ils ont vu qu'il y a un certain nombre de circonscriptions sur lesquelles portent les réclamations. Aucun parti à lui seul ne peut constituer l'exécutif communal. Donc ils proposent pour ces circonscriptions que nous prenions les résultats ici des urnes et les résultats dits officiels, que nous les comparions pour savoir où chacun peut laisser quelque chose et que nous puissions faire une approche de solution négociée. Parce qu'après l'adjudication qui est contestée après les tribunaux, c'est contesté, le bras de fer, nous avons dit de revenir autour de la table, il ne reste qu'une solution négociée. Et deuxièmement, ils ont demandé expressément à ce que pour les quartiers et les districts, que nous retournions aux vrais résultats. Parce que la question est plus sensible. Ce sont des familles, ce sont des voisins, ce sont des belles familles qui ont compéti dans les quartiers. Les gens sont venus le soir, ils ont voté la journée. Le soir, ils sont venus sécuriser. Ils ont vu la fiche des résultats affichés. Ils pensent qu'ils ont vraiment gagné dans ce quartier-là. Après, on leur fait d'autres résultats à la CACV. Les partenaires techniques et financiers ont proposé à ce que les vrais résultats sortis des urnes soient utilisés pour installer les conseils de quartier et de district, ce que la mouvance a récusé. Et que nous avions accepté. Et dès ce temps-là, nous avons dit qu'on ne s'entend plus, il ne sert à rien de continuer à susciter l'espoir de nos militants pour dire qu'au comité de suivi, ça va aller. Il ne sert à rien de dandiner là matin, midi et soir. Dès le moment qu'on a compris qu'il y avait une certaine arrogance de la part de la délégation de la mouvance, nous avons dit nous allons nous retirer parce qu'il n'y a pas les résultats qu'on attend qui vont sortir de ce comité de suivi. D'accord. Bien, dernière question, c'est-à-dire que dans la situation d'aujourd'hui, on est vraiment dans un blocage sans issue, parce que vous êtes catégorique sur votre position, et nous, du côté de la mouvance également, c'est pareil. Non, vous savez, nous avons évolué. Pour nous, c'était qu'on nous restitue les résultats ici des urnes. Mais après, les propositions faites par les experts de la communauté internationale, auxquelles nous avons souscrit, la mouvance qui avait souscrit dans un premier temps s'est rétractée. Et la mouvance a proposé après qu'on reprenne les élections dans les 12 circonscriptions. Nous avons dit non, on ne peut pas. On ne peut pas reprendre quand on prend une commune comme Matoto, où il y a environ 1000 bureaux de vote. Il n'y a qu'une trentaine de bureaux de vote incriminés. Alors reprenons les élections dans les 30 bureaux de vote concernés. On ne peut pas remettre en cause les suffrages exprimés correctement, qui ne souffrent d'aucune contestation des électeurs qui ont voté dans les 970 bureaux de vote. La mouvance dit non, s'il faut reprendre, il faut reprendre dans tout. Et là, on n'est pas d'accord. Mais aujourd'hui, après la rupture, après notre retrait du comité de suivi, vous avez vu un peu le balai des diplomates et des experts de la communauté internationale entre les différentes entités. Aujourd'hui, ils sont en train ils ont rencontré le chef de file de l'opposition, ils ont rencontré le président de la République, ils ont également rencontré la mouvance et Damaro, la mouvance en émo, ils les ont rencontrés. Et je crois qu'à partir du lundi, nous aurons une séance pour ce qui concerne le contentieux électoral. Il y a des négociations informelles qui se font. Parallèlement à ça, pour dire que ce n'est pas le blackout total, nous sommes en train de travailler sur la question des fichiers et la loi sur la CENI. Ça, nous sommes en train d'avancer. Bien. Merci, M. Baldé, d'être passé ce soir sur Africa Midi.
C'est un réel plaisir pour moi. C'est la première fois et je suis vraiment très ravi. Et ça me fera plaisir de revenir une autre fois. Merci beaucoup. Ce sera avec plaisir, nous reviendrons vers vous. Voilà, mes auditeurs, quant à vous, gardez l'écoute. Je vous reviens dans quelques secondes, dans quelques instants, quelques minutes, j'allais dire, ce sera avec M. Soriso. Il est vice-président du parti GPT, ce parti, le parti dirigé par Kassoliko Fofana, et qui a fusionné avec le RPG Arc-en-Ciel, c'est la mouvance, le parti présidentiel en République de Guinée. Gardez l'écoute.